Alors, le plus et le moins, je me présente d'abord, je suis technicien en culture biologique de formation depuis 1968. J'ai propagé la culture biologique méthode Lemaire-Boucher d'abord, et ensuite d'autres techniques qui ont complété cette méthode qui, à mon sens, est une des meilleures. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai appris dans cette méthode, c'est que on cherchait toujours à produire plus, comme je viens de le dire au début, mais on avait de plus en plus une moindre qualité, une moindre conservation des produits agricoles et donc de l'alimentation qui en résulte. Alors, comment cela s'est fait? D'après l'INSERM de Marseille, qui a fait le professeur Denis Léron, qui était responsable de ce secteur à l'INSERM de Marseille, a fait une étude comparative entre la biologie et la chimie au niveau culture de fruits et de légumes, surtout poireaux, carottes, tomates, salades, etc. Avec la même dose d'azote, soit chimique, soit d'origine organique, soit 120 unités hectares, soit 200 unités hectares d'ammonitrate pour la chimie ou de nitrate, pas de nitrate, de compost ou de tourteau de ricin, il a récolté à peu près la même quantité de légumes, carottes, tomates, salades, etc. Mais par contre, il a analysé ses produits après coup et il s'est rendu compte que ceux qui étaient cultivés en bio contenaient en moyenne 50% de vitamines et d'oligo-éléments en plus, notamment magnésium et vitamine C. C'est incroyable. Hein. Et en plus, il y avait 23% d'eau en moins, ce qui est très intéressant parce qu'acheter l'eau au prix du légume ou du fruit, ça fait quand même cher. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, il y avait 69% de nitrates en moins en bio. Or, les nitrates, quand même, posent des problèmes à la longue, en quantité importante, pour la santé. Après la guerre, l'industrie chimique qui utilisait beaucoup de nitrates pour faire les bombes et tout ce qui est armes, il faut penser à AZF à Toulouse, c'est des nitrates qui ont explosé et qui ont fait 2000 morts blessés. Or, à la fin de la guerre, évidemment, l'industrie des armements, il n'y avait plus de débouchés puisque c'était la paix. Bon, c'était pas la paix parfaite, mais enfin, non, il y avait beaucoup moins de débouchés dans les armements. Donc ils ont cherché un débouché de ces nitrates. Et ils se sont rendus compte qu'en utilisant des nitrates, on avait un effet explosif aussi sur les fruits et les légumes, ils devenaient plus gros, donc a priori plus beaux. S'ils sont plus gros, ils sont plus beaux. Un bébé, quand il est bien gros, bien gras, bien gros, on dit qu'il est beau. En réalité, c'est un faux jugement, à mon sens. Parce que l'obésité, quand une personne est adulte, l'obésité, on ne dit pas qu'elle est faible, en général. Donc c'est une erreur de jugement, je pense. Mais bon, beaucoup de gens se sont laissés prendre parce que c'était tellement serré la ceinture pendant la guerre que avoir des légumes en abondance, bien gros, bien formés, etc., plus bien traités chimiquement pour qu'ils soient bien beaux d'aspect, évidemment, la majorité des gens se sont laissés prendre à cette impression que l'on avait augmenté les rendements, que l'on avait augmenté la qualité, etc. Ce qui est totalement faux, on va le voir. Et donc, ils ont trouvé ce débouché. Or, le nitrate, qu'est-ce que c'est? C'est NO3-. C'est donc électronégatif, mais en même temps, c'est dilatateur, puisque c'est explosif. Résultat, la plante absorbe beaucoup d'eau pour diluer ce nitrate. C'est comme le sel de table, le chlorure de sodium. Si vous en mangez un peu trop, vous avez soif. Donc, vous buvez et vous gorgez des cellules pour diluer la toxicité du chlorure. Et bien pour les nitrates, c'est pareil. Les plantes, pour diluer la toxicité du nitrate, elles absorbent beaucoup d'eau, mais résultat, il y a explosion cellulaire, et cette explosion cellulaire fait que les insectes suceurs sont attirés,
les cryptogrammes peuvent se fixer sur la membrane qui est Les cryptogrammes, c'est les champignons. les champignons, mildiou, oïdium, tavelure, etc. Et de ce fait, il faut traiter. Donc ça a fait marcher toute l'industrie chimique. Donc on a compensé la perte des bombes en faisant Et oui, il fallait bien. des bombes rentable. de fruits et légumes pour retrouver un débouché à ces produits-là. Mais donc ça a entraîné aussi beaucoup de problèmes de santé et de maladies, dont les premières victimes sont les agriculteurs, mais ensuite tout le monde, tous les consommateurs évidemment. Et un autre inconvénient aussi, après la guerre, on a commencé à sélectionner les plantes, soi-disant pour produire toujours plus et meilleur, et puis qui se conservent mieux, qui résistent mieux aux maladies. En réalité, c'est faux. On se rend compte que les plantes qui ont été sélectionnées, elles ont été sélectionnées avant qu'il y ait les OGM, elles ont été sélectionnées avec la colchicine. Avec la quoi? La colchicine. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, la colchicine, c'est un alcaloïde qui est extrait de la colchique, qui est une plante vénéneuse. S'il y en a dans un pré, il ne faut surtout pas mettre les vaches, sinon elles en crèvent. Et la colchicine, donc alcaloïde, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, les nitrates c'est aussi un alcaloïde, un alcalin, c'est un dilatateur. Les alcaloïdes sont des dilatateurs. Et quand vous faites tremper des graines que vous avez sélectionnées, vous avez trouvé deux plantes, par exemple deux maïs qui vous plaisent, vous les hybridez pour avoir une nouvelle couleur, une nouvelle présentation, une nouvelle qualité organoleptique ou bien avoir un meilleur rendement. Le résultat, après, si vous voulez augmenter le rendement encore, vous faites tremper ces graines dans la colchicine et après ça perturbe totalement tout le système génétique de la plante qui va absorber beaucoup d'eau, beaucoup de nitrates d'abord et beaucoup d'eau ensuite pour diluer ces nitrates, si bien que la plante va devenir énorme. Et j'ai rencontré dans les années 68 un ingénieur agronome à la retraite qui m'a dit avoir travaillé justement dans la sélection des plantes avec la colchicine. Et il avait fait une fois un maïs, la panouille était presque d'1 mètre de longueur, mais quand il a donné ça aux vaches, les vaches n'ont pas voulu le manger. Et une anecdote véridique aussi, j'ai rencontré 2 agriculteurs en bio qui un jour ont fait du maïs, un hybride, l'autre ancienne variété, sur des terres similaires avec la même fumure bio. Résultat, l'hybride, ils ont obtenu 100 quintaux hectares, l'ancienne variété que 75. Mais ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils savaient que la coopérative ne lui paierait pas plus cher celui qui avait fait que 75 quintaux hectares. Ils ont nourri par contre 2 lots de canards, même variété, même poids à la naissance, l'un avec l'hybride de l'autre ancienne variété. Au final, il lui a fallu 2 fois moins de maïs ancienne variété pour obtenir le même poids de canard, et avec une chair plus savoureuse en plus, avec ceux qui avaient été nourris avec le maïs ancienne variété. Donc là, ça confirme la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir que en faisant le plus de rendement, on avait le moins de résultats qualitatifs et quantitatifs en même temps au final. Comme quoi, il vaut mieux privilégier la qualité Voilà. que la quantité. Que la qualité que la quantité. Et j'ai eu une autre confirmation aussi avec un agriculteur qui avait mis en bio à Sainte-Colombe de Villeneuve, au-dessus de Villeneuve. Il faisait de l'élevage et je lui ai expliqué ces phénomènes-là. Et il m'a dit que quand il habitait dans les Pyrénées, il avait aussi un élevage là-bas. Il fallait 3 fois moins de foin dans les Pyrénées pour obtenir la même quantité de lait avec les vaches qu'ici en Lot-et-Garonne. Donc ça explique pourquoi, quand on cherche à tout prix à avoir la quantité plutôt que la qualité, on obtient des résultats qui sont négatifs. Et enfin, pour confirmer le tout, j'ai connu un agriculteur en bio qui s'appelait Jacques Ergotte, qui est décédé maintenant, et il m'a dit qu'autrefois, avant d'être agriculteur en bio, il avait lui aussi travaillé dans la sélection des plantes avant qu'il y ait les OGM, et il m'a dit que toutes les plantes étaient sélectionnées avec la colchicine. C'est pour cela qu'actuellement, on a énormément
de production qui sont moins savoureuses. Il faut manger plus. J'ai entendu une émission il y a quelque temps de ça, comme quoi il fallait que les fabricants de produits agroalimentaires réduisent les doses de quantité parce que sinon les gens mangeaient trop. En réalité, c'est pas parce que les doses étaient trop grosses, c'est parce que les doses étaient trop grosses. Les doses étaient trop grosses parce que l'alimentation était appauvrie. Donc on cherchait dans la quantité ce qu'on n'avait pas dans la qualité. Avec la conséquence très grave, c'est que les gens mangent de plus en plus et on a des quantités d'obèses en France et aux USA, c'est pire. Il y a plus de 25% des gens qui sont obèses, je crois là-bas même plus peut-être. Et en France, ça arrive au même résultat aussi. Là bon, on va passer la recherche dessus, mais sinon par rapport aux produits laitiers, je pense que si aussi on mangeait beaucoup moins de produits laitiers, on aurait moins d'obèses en partie. Il y a ça et le sucre, hein, mais... Oui, mais il y a beaucoup d'éléments, évidemment. Dans cette première intervention, on ne va pas traiter tous les sujets. Ce serait une vidéo à part entière. Mais le sucre gelé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un ensemble qui concourt à faire consommer de plus en plus les gens. Et donc, on en arrive au fait suivant, c'est que le plus c'est le moins. Plus on mange, plus on dépense et moins on se porte bien. Et également, on le voit à un domaine alors beaucoup plus important, c'est les plus riches sont les moins nombreux et les plus pauvres sont les moins riches, sont les plus nombreux. Oui. Et c'est une catastrophe parce que on est tous perdants. Actuellement, dans le monde, tous les jours, on jette entre 30 et 50% de la nourriture selon les pays. 30 à 50%. 1, parce que la qualité n'est pas bonne. 2, parce qu'on est dans une économie où on veut faire toujours consommer plus et gaspiller plus pour faire du fric le plus vite possible. Est-ce qu'il est rentable? Ce n'est pas rentable. À long terme, non. À long terme, ce n'est pas rentable. Ce n'est rentable qu'à court terme pour les gens qui font de la spéculation et qui spéculent sur le fait que les gens vont consommer toujours plus. Bon. Mais merci Gabriel Carrel. Et pour une prochaine vidéo, peut-être sur le sucre et les produits laitiers, on verra. Oui. Merci. Avec plaisir.